Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Franck Pucciarelli. Bonjour Franck. Bonjour. Donc vous appartenez au Comité révolutionnaire international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement ce que c'est? Le Comité révolutionnaire international a été créé en vue de faire la promotion de la démocratie directe de par le monde, et donc c'est à ce titre que j'interviens. Il faut savoir que ce mouvement avait été fondé par Muammar Kadhafi, qui avait donc mis en place la démocratie directe pendant 41 ans en Libye, ce qui fait que, bien évidemment, nous soutenons au sein de du CRI, du Comité révolutionnaire international, le peuple libyen dans sa libération prochaine, voilà, suite à l'agression de l'OTAN. Très bien, donc je précise pour les internautes que vous avez souhaité nous contacter à la suite de l'interview du député Jean-Frédéric Poisson que nous avions faite il y a quelques semaines pour rectifier un certain nombre de choses. Alors on va y revenir dans un second temps, mais dans un premier temps, je vais vous demander de faire un rapide point sur la situation politique libyenne à l'heure actuelle. Quelles sont les forces en présence? D'accord, bon, alors, il faut savoir qu'actuellement, nous avons le gouvernement de Tobruk qui est reconnu par la communauté internationale. Nous avons, comment dire, le gouvernement entre guillemets de Tripoli qui n'a aucune légitimité, qui est composé essentiellement de leaders en mouvance islamiste, donc de frères musulmans, mais qui intègre la plupart des milices djihadistes qui sévissent en Libye depuis 2011 et qui à l'époque avaient été largement soutenus et financés par Nicolas Sarkozy pour pousser à la chute de la Jamaïa arabe libyenne. Voilà. D'accord. Et il y a un troisième point très important, il faut savoir qu'il y a le Conseil des tribus libyennes qui sont dans leur ensemble restés fidèles à la Jamaïa arabe libyenne, qui sont très actifs actuellement, notamment suite à la condamnation par le gouvernement, par les autorités de Tripoli, de la mort de Saïf, donc la condamnation à mort de Saïf al-Islam, ainsi que de 9 hauts fonctionnaires de la Jamaïa, se produit depuis donc le 28 juillet 2015 des rassemblements massifs en Libye, donc à Seba, Bani Walid, à Sirte, à Tarouna, à Taraghim, à Benghazi. Alors Benghazi, il y a eu avant-hier un rassemblement à peu près 200 personnes. Donc cette manifestation a été réprimée par des tirs et il y a eu un mort. Donc là, il y a une omerta médiatique. Alors je peux vous assurer qu'on a quand même quelques contacts. Nous avons bien évidemment contacté différents médias français. Silence complet. Pas plus tard qu'hier, nous étions en contact avec une personne de France 24 arabe. Il devait parler hier soir à 21 h sur le journal des manifestations, puisque nous leur avons adressé des vidéos ainsi que des photos. Pour le moment, les médias français ne souhaitent pas évoquer le fait qu'il y a des rassemblements massifs pro-Kadhafi qui réclament le retour de la Jamaïa arabe libyenne. Alors il y a aussi d'autres villes qu'on n'oubliera pas parce que c'est important, je pense, de les mentionner. Il y a des localités comme Zala, Bari, Brak al-Shati, Kat, Tobruk, Sokna, Al-Gilet et Al-Zaba, où ont lieu des rassemblements où le drapeau vert a été de nouveau hissé. Donc le drapeau vert, ce sont donc les pro-Kadhafi et la Jamaïa. Hein. Voilà, c'est le drapeau national libyen. Le drapeau vert est le drapeau national libyen, qui est brandi et levé sur tous les bâtiments administratifs des villes que je viens de vous évoquer, et la population remet en place le principe des comités populaires. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, dans un silence total de la part de médias et d'experts qui viennent encore vous expliquer qu'il faut laisser du temps pour mettre en place la démocratie parlementaire en Libye. On a la preuve, parce que nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on s'exprime à travers différents médias alternatifs, de médias indépendants, sur le fait que le peuple libyen avait pour souhait de préserver la Jamaïa arabe libyenne. On en a la preuve depuis quelques jours. Hein. Et sans compter, ah oui, important aussi, un rassemblement important a eu lieu au Caire, où
plusieurs milliers de Libyens se sont rassemblés devant le siège de l'ONU pour condamner le jugement et pour demander le retour de la Jamaria arabe libyenne, ainsi qu'à Tunisie. D'accord, donc si je vous suis bien, en fait, on a principalement 3 forces en présence. Le gouvernement de Tobrouk, qui est le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. On a ensuite un gouvernement de Tripoli qui est finalement illégitime, et on a les comités populaires avec la Jamaria, des forces pro-Kadhafi qui essayent de reprendre aussi le pouvoir, de faire des manifestations, etc. C'est bien ça, hein? En gros, oui, c'est à peu près ça. En gros, c'est ça. Alors, je voudrais maintenant passer à la deuxième partie de cet entretien et revenir avec vous sur l'interview de Jean-Frédéric Poisson, parce qu'il y a certaines choses que vous souhaiteriez rectifier. Donc, je vous donne la parole. Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a déplu dans cet entretien? Alors moi, je voulais justement intervenir pour éclairer un petit peu par rapport à vos auditeurs. Alors, si vous êtes en contact avec M. Poisson, celui-là, je vais remettre les choses au clair, mais j'aurais plaisir à débattre avec lui. Donc, si à l'occasion, ce dernier souhaite avoir un débat avec moi, ça sera avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, on lui transmettra votre demande, on va lui proposer un débat et on verra bien s'il l'accepte. D'accord. Donc, M. Poisson, parlementaire français, élu de la République, se rend à Tripoli auprès de personnes qui n'ont aucune légitimité internationale, qui sont responsables de la détention arbitraire de 60 000 prisonniers politiques, de torture, d'exactions lors de la prise de Tripoli. Alors, M. Poisson se tarde d'expliquer que ces gens, lors de son entretien, ne sont en rien des djihadistes, peut-être parce qu'ils ne portent pas une barbe de 50 cm. On a aussi le cas de M. Abdelhakim Belhadj qui se présente en costume 3 pièces à 3 000 €, qui vient essayer de redorer un peu une image. Or, ce monsieur est responsable, était numéro 2 d'Al-Qaïda et est responsable de crimes de guerre lors de l'acte de Tripoli en 2011. Mais ce que nous dit M. Poisson, et pardonnez-moi Franck, je vous coupe, c'est que lui, il s'est rendu là-bas suite à une invitation du ministre du Pétrole et du ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli. Il n'y a pas de gouvernement à Tripoli. C'est un gouvernement illégitime, c'est ça que vous dites? Non, il faut savoir qu'actuellement, le gouvernement de Tobrouk est en train de recréer une nouvelle NOC, donc un nouveau ministère du pétrole. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans maintenant, il est encore officiellement la compagnie pétrolière, mais on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas à qui est vendu le pétrole, tout ça est très opaque. On sait qu'actuellement, les ministres leur vendent à 10 $, entre 10 et 15 $ le baril, alors qu'on est à peu près à 50 $ en ce moment, et c'est très opaque. Donc déjà, ces gens n'ont pas de légitimité, puisque le gouvernement de Tobrouk est en train de créer en ce moment une seconde compagnie pétrolière. Voilà. Concernant la Banque centrale, elle est tenue par M. Abdelhakim Belhadj, qui fait partie de Fajr Libya, donc de la coalition des frères musulmans, qui de fait n'est pas reconnue par la communauté internationale. Mais donc, quand M. Poisson nous dit qu'il est invité par le gouvernement ainsi que par... Ça, c'est faux. C'est faux. Les faits sont là. Là, les faits sont là. Et moi, je suis prêt à lui apporter les preuves lors du débat. Et je le sais très bien au demeurant, je pense qu'il est très, très au fait de cela. Ensuite, il explique qu'il part rencontrer les autorités de Tripoli en vue de régler le problème des migrants. Vous voyez, les migrants économiques, je tiens quand même à rappeler qu'avant-hier, il y a encore eu un drame où entre 200 et 300 migrants économiques sont décédés, on ne les a pas retrouvés. Ce dernier indique avoir visité des camps, ce qu'on peut appeler des camps de rétention, hein. C'est bien ce qu'il a dit lors de son débat. Et que les autorités de Tripoli souhaitent collaborer avec les autorités européennes en vue d'éradiquer le flux incessant de migrants économiques. Alors moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème qu'un élu de la République française
partent rencontrer pour les raisons qu'il évoque, alors que au sein du CRI, nous avons transmis auprès des autorités compétentes le fait qu'il y a quelques semaines, on nous a donné des informations précises sur les gens qui sont responsables justement de ces qui sont responsables de l'envoi des migrants sur l'Europe, notamment sur l'île. Alors, je vais vous dire d'ailleurs, je vous donne des petites primaires, parce qu'on va vous donner le nom des responsables. Voilà, donc nous avons monsieur Mohammar Hafed, chef du conseil militaire du port de Zaroua, affilié au bouclier de Libye. Donc, cette personne est un djihadiste radical lié à l'État islamique, sous protection de monsieur Abdelhakim Belhadj. Donc c'est quelqu'un que M. Poisson, je pense, a dû certainement rencontrer lors de son déplacement à Tripoli, puisque M. Poisson a atterri à l'aéroport de Mitiga, qui est tenu par Abdelhakim Belhadj. Alors, il faut savoir que M. Hafed Mohammar, au-delà d'avoir la protection de M. Abdelhakim Belhadj, je vais vous m'excuser parce que j'ai pas les noms en tête. Voilà, il y a M. Abdelhakim Belhadj, M. Al-Rati, M. Kekli et M. Bassou Houssine. Donc ces gens protègent M. Mohammar Hafter qui organise l'envoi de clandestins sur le territoire européen. Alors, me faire croire à moi que M. Poisson, député français, n'est pas au fait de cela, pour moi, c'est une aberration. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il serait allé les rencontrer? Moi, je pense que M. Poisson est parti, parce que bon, il faut savoir une chose, c'est que lors de l'intervention en 2011, Nicolas Sarkozy a engagé l'armée française et la législation française permet au président de pouvoir engager les forces nationales françaises pendant 3 mois. Passé ces délais de 3 mois, il doit saisir le Parlement pour reconduire l'action. Hein. Chose qui s'est produite par ailleurs. Lors du maintien de l'engagement des forces françaises en 2011, donc il y a eu un vote au Parlement où là, que ce soit les élus de gauche ou de droite, tout le monde a voté dans sa majorité le maintien de l'intervention de l'armée française. Il faut savoir que, pour que vos auditeurs soient un petit peu au courant, c'est-à-dire en général en politique étrangère, il y a un consensus en France. C'est-à-dire que ce soit les élus de gauche ou de droite, on suive la démarche du président de la République, c'est de tradition française. D'ailleurs, on n'a pas vu, on a encore vu dernièrement, à chaque fois qu'il y a un conflit, on a toujours un engagement massif de tous les parlementaires. Alors, M. Poisson, alors, c'est pour ça que je souhaiterais un débat, parce que moi j'aimerais lui poser la question, mais pour quelle raison est-il parti là-bas? Parce qu'il dit auprès de vos auditeurs qu'il est parti rencontrer le gouvernement, alors que c'est pas le gouvernement. Enfin, il a précisé le gouvernement de Tripoli. Il n'y a pas de gouvernement à Tripoli. Ouais, bah bon. Il n'y a pas de gouvernement. Il précise le gouvernement de Tripoli, mais le gouvernement, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il n'y a pas le gouvernement de Tripoli n'est pas reconnu par la communauté internationale. Est-ce que vous avez vu un pays où vous avez le gouvernement? Non. Voilà. Bon, alors M. Poisson va voir des gens qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Je rappelle, c'est la 3e fois que je le dis, M. Poisson est parlementaire français. Mais du coup, vous pensez qu'il est téléguidé par le Quai d'Orsay pour finalement faire la politique étrangère de la France et qu'il soit dans l'opposition ou pas, n'y change rien? Ben voilà, on aurait été dans un gouvernement de droite, ça aurait été une gauche qui serait partie. Donc tout ça, c'est juste du théâtre pour vous? Mais bien sûr, c'est tout ça, c'est de la comédie dell'arte. Quand M. Poisson se déplace à Tripoli, il ne se déplace pas en tant que M. Poisson, il se déplace en tant que parlementaire français. C'est quand même grave. Nous avons un élu de la République française qui rend visite à des gens, à des djihadistes, à des gens qui sont sous tutelle du Qatar, de la Turquie, qui financent l'État islamique et qui, lors de son retour, vient nous dire « Ah, j'ai vu des centres de détention, des centres de rétention. » Mais ce n'est pas des centres de rétention que M.
Poisson a vu. Les centres, je pense d'ailleurs même que M. Poisson a dû certainement voir des Africains qui sont morts il y a 2 jours. Parce que ce sont des camps d'attente. Les Africains sont parqués dans ces camps en vue d'être pris en charge par M. Hafed Mohammar. Donc moi, je porte des accusations à l'encontre de M. Poisson et je l'invite à déposer plainte contre moi parce que moi j'ai les preuves et j'ai l'argumentation par rapport à ça. Effectivement, c'est quand même extrêmement, je vous coupe, c'est extrêmement lourd quand même ce que vous dites, parce que vous dites que Poisson va rencontrer un gouvernement totalement illégitime qui soutient ou qui fait partie ou dont les membres les plus importants sont tout simplement des miliciens, des djihadistes, et qui en plus organise donc cette immigration illégale vers l'Europe. C'est extrêmement grave comme accusation, vous en êtes conscient? C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai sollicité pour remettre les choses en ordre. Et je vous dis, j'invite M. Poisson à déposer plainte contre moi. Mais écoutez, on lui transmettra en tout cas cette interview, il aura l'occasion de la voir et on verra quelle sera sa réaction. Et du coup, à votre avis, pour quelle raison M. Poisson s'est rendu là-bas? Vous dites au nom du gouvernement français. Monsieur Poisson est parti rencontrer les anciens amis de Nicolas Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Tobrouk a asséné un gros coup au ravitaillement d'armes et de munitions des milices de Misrata et des milices de Tripoli. Actuellement, le Conseil des tribus libyennes ont mobilisé des forces assez importantes en vue de reprendre Tripoli, de libérer la capitale de Tripoli. Je vous dis, Fajol Libya manque et en passe de manquer d'armes. Le Qatar et la Turquie ont envoyé des chalutiers qui ont été bombardés par l'armée nationale libyenne, donc par le général Hafter, qui est le chef, le général en chef de l'armée libyenne. Donc il y a eu plusieurs navires qui ont été coulés ces derniers temps, qui étaient destinés à ravitailler les milices de Fajol Libya, donc des gens que M. Poisson a été voir. Et je pense que M. Poisson est parti pour essayer de prendre la mesure des besoins, non pas des besoins humanitaires comme il a pu l'exprimer, mais voir comment il est tentant que la France, que l'État français a allègrement financé et ont permis à ces derniers d'avoir un pouvoir. Parce que maintenant, le gouvernement de Tobrouk ont considéré que d'ailleurs, les frères musulmans ont perdu lors des dernières élections en Libye. Donc, mais c'est pour ça, bon, moi je pense que M. Poisson est parti pour essayer de prendre la mesure des amis que le gouvernement français ont permis à mettre en place en ce moment. Ça veut dire, vous êtes en train de dire prendre la mesure, ça veut dire voir quels sont les besoins éventuels, y compris en armement, des gens qui sont actuellement à Tripoli. Peut-être pas jusque-là, parce que vous savez, quand même, la France a les capacités de pouvoir aider. Par exemple, vous savez, on a un embargo sur les armes en Libye. Alors, le gouvernement de Tobrouk, officiellement reconnu, demande la levée de l'embargo, chose qui est refusée par l'ONU. Cela n'empêche pas, par ailleurs, les milices de Misrata et de M. Abdelhakim Belhadj d'être fournis allègrement par le Qatar, par la Serbie, parce que la Serbie aussi livrait des armes, ainsi que par la Turquie. Il y a eu encore eu des livraisons de blindés, là, il y a à peu près 3 semaines, ça avait été évoqué par le Monde Afrique, puisqu'on avait donné l'information avec des photos qui prouvent la livraison de chars au port de Misrata, alors qu'il y a un embargo sur les armes. Voilà. Alors, on refuse la levée de l'embargo, mais d'un autre côté, on laisse en toute impunité les armes rentrer auprès des djihadistes islamistes qui paralysent la Libye. D'accord, donc alors si je comprends bien, pour revenir sur la situation un peu globale du pays, finalement la France qui a mené cette guerre ou qui a fait ce coup d'État, comme on pourrait dire, a finalement perdu sa mise, parce que le gouvernement, en tout cas les gens qu'elle soutient, ne sont pas arrivés au gouvernement légitime. Donc ça veut dire qu'elle s'est fait doubler par quelqu'un d'autre, par les gens qui ont soutenu le gouvernement de Tobrouk. Oui, mais même le gouvernement de Tobrouk, actuellement, à l'appui des Émirats Arabes Unis, on l'appui de l'Arabie Saoudite, on l'appuie partiellement la communauté internationale, c'est encore un peu bancal,
Et puis vous avez Fajoli qui est à l'appui du Qatar, donc par ricochet de la France, parce que si la France s'est engagée essentiellement en 2011, c'est à la demande du Qatar et de la Turquie. Voilà. Et puis vous avez la tribu de Zenten qui tient actuellement Saïf al-Islam, qui bénéficie du soutien de tout groupe, mais en sus de l'Italie qui derrière a des intérêts économiques, parce que Zenten retient la région de Zawiya, sur lequel l'État italien a fait un investissement massif du gaz. Et voilà. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Donc finalement, c'est une guerre par proxy en fait entre des gens qui veulent se séparer, se partager le gâteau libyen. C'est les grandes puissances qui sont derrière, qui instrumentalisent des groupes armés pour savoir qui aura le dernier mot et qui aura les contrats. Voilà, c'est ça. En gros, c'est à peu près ça. Mais en plus, là, il y a un nouveau paramètre, c'est le fait que le peuple est en train de se soulever, de réclamer le retour de la Jamaria arabe libyenne. Alors ça, c'était pas prévu dans l'équation. D'accord. Alors, je voulais revenir maintenant. Oui. C'est important parce que... Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a eu un article dans un journal anglais où les Occidentaux souhaitaient faire une intervention en vue d'éradiquer l'influence de l'État islamique en Libye fin août. Sauf que l'État islamique, il est installé depuis 2011 en Libye, sous un autre nom, à l'époque c'était Hachnar al-Sharia. Ces derniers étant financés par l'OTAN, et ils ont été formés par des militaires de l'OTAN, français, anglais, et ainsi de suite. Et vous voyez un petit peu le peuple se soulever et remettre en place la Jamaria libyenne. Là, la communauté internationale se réveille en proposant d'aller bombarder les djihadistes à Sirte et à Derna qui restent minoritaires, parce que l'État islamique, c'est quelques milliers d'hommes. Ils n'ont pas non plus l'influence que les médias essaient de nous porter. Donc c'est encore un faux drapeau. Ils veulent intervenir pour éradiquer, pour pouvoir réarmer leurs amis de 2011, donc les ministres de Misrata et de Tripoli, donc les djihadistes modérés, parce que maintenant il paraîtrait qu'il y aurait des djihadistes modérés. J'aime bien leur vocable. Mais donc voilà, en gros, ils veulent éviter le retour de la Jamaria arabe libyenne qui, une fois le pouvoir repris, remettront en place le principe de la démocratie directe et renationaliseront tous les biens d'État qui ont été privatisés. Voilà. Parce que c'est ce qui se passe. Hein, voilà. Ok, très bien, merci. Je voudrais revenir maintenant sur un dernier point. C'est Monsieur Poisson nous parle lors de l'entretien du fait qu'il y aurait des instructions en cours par différentes instances. Il parle d'observateurs internationaux, de parlements qui regarderaient de près si éventuellement il y a des crimes qui ont été commis, s'il y a eu de l'ingérence qui doit être pénalisée, etc. Lors de l'intervention de la France et de l'OTAN en Libye. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a effectivement des gens qui travaillent là-dessus ? Ce qui est bien, c'est qu'il y a des instances. Moi, je serais intéressé de savoir quelles sont ces instances, auquel cas nous rentrerons en contact avec eux, puisque au sein des CRI, nous avons initié déjà des démarches auprès de la Commission des affaires étrangères françaises, donc des parlementaires français, pour mettre en lumière, puisque maintenant on sait que Kadhafi n'a jamais tué, vous l'avez dit hein, dans l'entretien, n'a jamais donné d'ordre. C'est une ingérence flagrante, maintenant on le sait, avec le temps, les 4 années sont passées. Donc j'aimerais qu'il nous évoque, parce que nous avons contacté la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui est tenue par la présidente et donc Mme Guigou, afin de nous recevoir. Nous avons contacté la Commission des affaires étrangères du Sénat, idem. Nous avons contacté l'ambassadeur des droits de l'homme au Quai d'Orsay, idem, afin de nous recevoir, on ne souhaite pas nous rencontrer, on ne peut pas évoquer le sujet. La commission, alors on a contacté aussi les droits de l'homme à l'ONU à Genève, auquel on a eu un entretien, ils nous font comprendre que ça va être très compliqué. Or, ils ont tous les éléments, ils ont des vidéos, ils ont des noms, tout est clair. Il y a un gros travail qui a été fait par nos camarades libyens, d'anciens avocats, d'anciens juges qui ont constitué les dossiers. On a contacté la commission des droits de l'homme auprès de la Commission européenne il y a à peu près 1 an et demi. On devait nous rencontrer, on ne nous a jamais rencontrés, et Dieu sait qu'on a poussé, qu'on a eu de les appeler pour convenir d'un rendez-vous. Donc j'aimerais que M. Poisson m'indique quelles sont ces instances internationales, parce qu'à ce jour, il n'y a aucune démarche de quelque pays que ce soit concernant l'ingérence et le drame qu'a connu le peuple libyen. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu plus de 100, et
estime entre 120 et 130 000 morts civils. Il y a 60 000 prisonniers politiques. Actuellement, on a à peu près 3 millions de Libyens exilés sur une population initiale de 6 millions. C'est un chaos. Vous avez dans les régions dont je vous évoquais les noms tout à l'heure, qui sont en train de se soulever, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité depuis des mois, ils sont dans une situation sanitaire catastrophique. On ne parle pas des exilés où là c'est pire. Voilà, donc on a vraiment une responsabilité grandissante par rapport à l'inconscience de politique. La raison sur laquelle Nicolas Sarkozy et M. BHL, la raison pour laquelle ils sont partis en Libye n'était pas du tout pour soutenir un peuple qui était soi-disant en train de se faire massacrer par un régime tortionnaire, mais ces derniers sont partis pour des engagements personnels et d'ordre financier. Hein. Je l'avais dit lors d'une intervention sur la télé, M. Bernard Lévy touche des royalties très importantes sur la vente du pétrole qui est spolié actuellement, hein, et pour lequel la NOC actuelle libyenne étant tenue par M. Abdelhaki Belhadj, auquel d'ailleurs M. BHL visite assez fréquemment à Mitiga en jet privé, mais il s'arrête 1 heure ou 2. Hein. Il reste dans l'aéroport et il repart. Je pense pour négocier certaines choses. Donc ces gens qui se font passer, cet homme qui se fait passer pour un philosophe pour venir aider, hein, il n'est autre qu'un VRP, un businessman, qui fait son argent sur le sang actuellement là, sur le sang du peuple libyen. Voilà. Alors effectivement, ça, pour le coup, on peut reconnaître que Monsieur Poisson était prêt lui-même à admettre que peut-être c'était juste un paravent médiatique, cette histoire de guerre humanitaire, et qu'il y avait certainement des intérêts financiers, des intérêts commerciaux derrière. Mais par contre, sur les autres questions que vous lui avez posées et sur l'invitation au débat, on va pouvoir lui transmettre. On espère qu'il répondra positivement et que ça se fera. Et puis on espère vous voir tous les deux sur un plateau bientôt. Je tiens quand même à rappeler à M. Poisson qu'il suffit qu'il regroupe 60 parlementaires et il peut demander au président de l'Assemblée nationale la mise en place d'une commission parlementaire pour mettre en lumière ce qui s'est passé. En tant que député, il peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Eh bien écoutez, l'invitation est lancée. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Franck. Je vous remercie, je passe un bon bonjour à vos auditeurs et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour suivre l'actualité libyenne. Je vous remercie. Au revoir, Franck. Merci.